On l'a dit donc, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur démissionnaire, et Gabriel Attal, Premier ministre démissionnaire, sont attendus à la Grande Motte dans le département de l'Hérault, où a eu lieu ce matin vers 8h30 cet incendie et cette explosion devant donc la synagogue de la Grande Motte. Je vous propose de revenir sur le rappel des faits avec Christine Chapelle. 8h30 ce matin, 2 véhicules garés devant la synagogue de la Grande Motte s'enflamment. La réceptionniste d'un hôtel voisin nous raconte ce qu'elle a vu. On a d'abord senti beaucoup de le feu, beaucoup de fumée, c'était très très noir. Et après, on a voulu aller voir avec une de mes collègues dehors et au moment où on est sorti, il y a eu une énorme explosion. Une bouteille de gaz était à l'intérieur d'une des voitures. Un policier municipal est blessé dans l'explosion. Très vite, les forces de l'ordre bouclent le quartier. Des caméras de vidéosurveillance auraient filmé un homme mettant le feu avant de s'enfuir à pied. La piste d'un acte antisémite est privilégiée. J'ai demandé aux policiers et aux gendarmes de renforcer la sécurité des intérêts juifs dans le département. Gérald Darmanin et Gabriel Attal sont attendus à la Grande Motte cet après-midi. À la demande du président de la République, tous les moyens sont mobilisés pour retrouver l'auteur. La sécurité est renforcée devant tous les lieux de culte juifs de France. Le parquet national antiterroriste se saisit de l'enquête. Merci d'être avec nous sur LCI. Il est pratiquement 18h. Dans un instant, vous le voyez arriver, Gérald Darmanin et Gabriel Attal à la Grande Motte suite à cette attaque, cet acte terroriste présumé contre une synagogue. Ce matin, c'était aux alentours de 8h30. Les deux hommes viennent d'arriver sur place. Ils vont normalement réagir devant les micros dans quelques instants. Les deux ministres, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Ce matin, 2 véhicules en feu, une explosion, un policier blessé. La synagogue de cette ville, la Grande Motte, visée par un acte manifestement criminel. Déclaration du ministre de l'Intérieur. Il s'est rendu sur place, donc vous le voyez, vous l'avez aperçu, le parquet national antiterroriste a été saisi. Une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Un homme a été filmé par les caméras de vidéosurveillance de la synagogue. On le voit armé avec un drapeau palestinien noué autour de la taille. Cet individu est en fuite. Il est toujours activement recherché. Pour tout comprendre, avec nous ce soir, bonsoir Arlette Chabot. Bonsoir. Merci d'être là, éditorialiste politique LCI, Marie Belot, bonsoir. Bonsoir. Journaliste police-justice TF1 LCI, Rina Bassiste, bonsoir. Correspondante au Jérusalem Post, vous êtes rédactrice au journal américain El Monitor, ancienne diplomate également. Bonsoir aussi Eric Delbecq, bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes expert en sécurité intérieure. Les faits, rien que les faits, pour commencer avec vous Marie Belot, que sait-on de ce qui s'est passé ce matin aux alentours de 8h30 à la Grande Motte? Eh bien, à 8h30 ce matin, ce sont d'abord les pompiers qui sont intervenus. Et d'ailleurs, on les voit à l'image, c'est d'abord eux que le ministre de l'Intérieur a été salué. Ils sont appelés pour plusieurs départs de feu dans une synagogue de la Grande Motte, la synagogue Ben Yaakov. Et ils constatent que 2 véhicules sont en feu et que dans l'un d'eux, une bonbonne de gaz est présente. Ils remarquent aussi que 2 portes de la synagogue ont commencé à s'enflammer. À l'intérieur du lieu de culte se trouvent le rabbin et 4 fidèles qui sont arrivés pour prier. Ils ne sont pas blessés, ils ont réussi à partir de la synagogue. En revanche, un policier municipal qui, lui, est intervenu quelques temps après, a été soufflé par l'explosion générée par la bonbonne de gaz. Alors, ses jours ne sont pas en danger. On sait qu'il a consulté cet après-midi, qu'il a été hospitalisé. Il souffrirait de douleurs au niveau des côtes, mais ses jours ne sont pas en danger. Et effectivement, on a appris en fin de matinée que le parquet national antiterroriste se saisissait des faits et que c'était la sous-direction antiterroriste qui allait mener les investigations. Et sur ces images que vous découvrez, que nous découvrons en direct de l'arrivée donc du Premier ministre Gabriel Attal et du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à la Grande Motte, il faut dire à Arlette Chabot que cette attaque a pris une tournure éminemment politique. Oui, parce qu'elle arrive à un moment où il y a à la fois, c'est le moment politique et on a un Premier ministre et un ministre de l'Intérieur démissionnaires. Le président de la République consulte, cherche un Premier ministre, demande qui pourrait accepter un gouvernement composé par qui, point d'interrogation.
On a entendu hier effectivement à quel point encore ce sujet du conflit aujourd'hui au Proche-Orient divise, et certains mettent effectivement une ligne rouge sur la participation de la France insoumise à un gouvernement. Donc, en raison des prises de position de ces dernières semaines, ces derniers mois, des élus qui ont, on le dit comme ça, frôlé, plus que frôlé l'antisémitisme. Donc il y a un moment politique, il y a un moment aussi lié à la sécurité, bien entendu, parce que, vous le savez, mercredi démarrent les Jeux paralympiques. Donc ça a été un succès, les Jeux olympiques, la sécurité assurée, la tranquillité. Les Français ont vu, comme on dit, du bleu dans les rues, ils ont été très contents, très rassurés. Ils rêvent que ça continue, et aujourd'hui, ils se disent que la menace terroriste est toujours là, et ils vont sans doute à nouveau s'inquiéter. Voilà, alors ce que vous voyez là, ce sont les journalistes, photographes notamment, qui sont en train d'être déplacés, probablement pour pouvoir suivre et entendre Gabriel Attal, mais aussi Gérald Darmanin, qui sont arrivés sur place suite à cette attaque terroriste présumée. Est-ce qu'on peut d'ailleurs qualifier cela d'attaque terroriste? Est-ce que c'est sûr maintenant que le parquet national antiterroriste a été saisi, ou est-ce qu'il faut encore se montrer prudent dans les termes? Non, il faut se montrer prudent dans les termes. Le parquet national antiterroriste se saisit, ouvre une enquête parce qu'ils ont des éléments qui leur laissent penser que c'est un acte terroriste qui a été commis ce matin. C'est une enquête qui est ouverte pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, destruction par moyens dangereux, donc cet incendie en relation avec une entreprise terroriste, et association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes. On est là sur des qualificatifs d'ouverture d'enquête. Avant de pouvoir qualifier cela d'attentat, il faut être un tout petit peu prudent, et il faut surtout en savoir plus sur cet homme, ce suspect qui est activement recherché. Qui est-il? Que voulait-il faire? Quelles étaient ses motivations? Avait-il des complices? Un commanditaire? Tout cela, nous n'avons pas encore les réponses à ces questions-là, et les enquêteurs sont en train d'enquêter en ce sens. Que ce parquet national soit saisi, qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que ça change dans la façon dont l'enquête va être conduite? Mais ça change déjà un état de tension particulier, parce qu'effectivement, à partir du moment où on suspecte un acte terroriste, le poids politique est beaucoup plus lourd, il va y avoir beaucoup de pression sur les enquêteurs. Après, encore une fois, sur la question des moyens, on ne passe pas du tout au rien, donc c'est pas parce que le PNAT est saisi qu'on va avoir une multiplication par 10 d'effectifs. Mais en tout cas, on a une attente de résultats qui est extrêmement forte, et elle sera d'autant plus forte qu'effectivement, le climat politique fait que toutes les instrumentalisations sont en cours de gonflement. Près de 900 faits antisémites recensés depuis le début de l'année. Évidemment, ce qui s'est passé ce matin à la Grande Motte résonne encore plus. Comment expliquer cette hausse vertigineuse des actes antisémites en France depuis quelques mois? Bon, manifestement, c'est lié au 7 octobre, ce qui se passe dans la bande de Gaza. Mais peut-être contrairement à... Parce qu'on a vu des hausses pas si flagrantes, mais un peu similaires quand il y avait d'autres conflits, je pense en 2014, où il y avait aussi une certaine hausse des actes antisémites. Là, quand même, cette hausse perdure. Donc, on est déjà plus que 10 mois après le 7 octobre. Et ces actes continuent et même augmentent de jour en jour. Là, on arrive et même on ne parle plus de posts sur X ou sur Twitter, ou même pas tous ces slogans dans des manifestations. Ça va au-delà des mots, c'est ce que vous dites. Voilà, ça va au-delà. Et les sentiments qu'on a, certes, on n'a pas tous les détails encore sur ce qui s'est passé, mais on a le sentiment que ces facteurs de chance a joué gros ici. Au fait qu'il n'y avait pas vraiment de blessés à part des policiers, ça aurait pu se terminer tout à fait différemment. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant, c'est qu'on a passé, on a en tout cas le sentiment de cette phase de tweets, des propos ambigus, soi-disant à la limite, passant la limite de l'antisémitisme, de tous ces banderoles qui disent de la rivière jusqu'à la mer, appelant la destruction de l'État d'Israël, à quelque chose d'extrêmement concret, parce qu'on aurait pu, cet incident aurait pu se terminer d'une façon extrêmement grave. Vous faites un lien entre l'augmentation des actes antisémites en France et les attaques du 7 octobre, puis
la riposte israélienne contre le Hamas. Est-ce que cette réaction, est-ce que ce que l'on observe en France, on l'observe aussi dans d'autres pays européens ? Oui, bien sûr. Je crois que c'est indéniable. On a vu ça, on voit ça encore en Belgique. Il y avait cette atmosphère qui laisse faire. On l'a vu aussi en Allemagne, en Angleterre, etc. Et bien sûr, aux avec États-Unis, la même force, la même ampleur, une multiplication par 3 des actes antisémites depuis le début de l'année, si l'on compare à l'année précédente. Si on compare surtout aux États-Unis, bien sûr, parce qu'aux États-Unis aussi, on a vu un changement de mode extraordinaire. Je crois que beaucoup des Américains ne croyaient pas leurs yeux à tout ce qui s'est passé dans les collèges et dans les universités. Cette haine vis-à-vis des étudiants juifs qui n'étaient pas cachés. C'est surtout ça. Et c'est ça aussi qui fait peur. Au moment où les gens ne cachent pas la haine, au moment où les gens essayent de donner un contexte, de l'expliquer, dire oui, on a dit ça, mais en ce moment-là, on a l'impression que tout est permis. Il y a une banalisation des actes. Et c'est à ce moment-là qu'on passe des paroles à quelque chose de plus grave. Vous parlez de banalisation, on va voir ensemble les réactions à gauche, à droite, à l'extrême droite. D'abord celle de gauche avec notamment les réactions de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi de plusieurs autres personnalités. Ça va apparaître sur votre écran dans un instant. Jean-Luc Mélenchon qui affirme incendie criminel contre la synagogue de la Grande Motte, intolérable, crime pensé pour les fidèles et les croyants ainsi agressés. La laïcité et la liberté de conscience est fille de la liberté des cultes. Nous ne l'oublions jamais. À cette réaction, il y a eu beaucoup de réactions à gauche et à droite pour dire oui, c'est bien de réagir, mais ce qui s'est passé ce matin, c'est peut-être aussi le résultat de l'ambiguïté d'une partie de la classe politique française depuis quelques mois, sous-entendu ambiguïté de la France insoumise. Est-ce le cas ? La seule France insoumise. C'est certain, les réactions, toutes les réactions. Il faut dire qu'elles ont été effectivement très nombreuses, mais ça nous ramène encore une fois à la journée d'hier. C'est-à-dire qui peut participer à un gouvernement. Et on a vu, après la grande rencontre du matin du président de la République avec ceux qui ressemblaient le nouveau Front populaire, on a vu le refus des membres de l'ex-majorité, le groupe central, puis la droite dire pas question d'avoir la France insoumise parce qu'il y a eu des propos antisémites qui ont été tenus par des élus ou des militants ou des responsables du parti. L'antisémitisme est résiduel en France, c'est ce qu'a déclaré il y a quelques semaines, quelques mois. Voilà. Il disait ça le 2 Jean-Luc juin. Mélenchon. Cette phrase a été reprise par Carole Delga, par Aurore Berger, Absolument. mais aussi par Christian Estrosi pour dire, voilà, regardez ce qui se passe aujourd'hui, on n'est pas dans le résiduel. Non, parce que quand on regardait, on mettait en cause déjà les déclarations et on s'interrogeait sur la pensée profonde, même Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, sur sa position et sur des propos qui flirtaient, on va le dire, avec l'antisémitisme. C'est vrai qu'il avait répondu l'antisémitisme est résiduel. Donc encore une fois, on était au mois de juin. Donc tout ça, ça nous ramène aux campagnes précédentes. La campagne des européennes, ça nous ramène aussi aux législatives, où ces sujets, où ces accusations, où ces débats, où ces polémiques ont traversé, et surtout la gauche. D'ailleurs, bien entendu, en la divisant, souvenez-vous de la position de Raphaël Glucksmann ou de la mise en cause d'un certain nombre d'élus socialistes par des insoumis. Lui aussi a réagi. On entendra dans un instant Gabriel Attal, le Premier ministre, mais aussi peut-être celui de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ils sont à la Grande Motte. Bonjour Nathalie Cohen-Bézerman, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente du CRI. Votre réaction d'abord à cette attaque terroriste présumée. On fait encore attention évidemment aux mots qu'on prononce à cette heure-là ce matin à la Grande Motte. C'est une réaction d'effroi, un acte terroriste ou un acte antisémite présumé. Non, c'est pas présumé, hein, c'est vraiment un acte criminel. Effectivement, l'enquête va se continuer, se poursuivre, mais un attentat avec deux bombes de gaz qui explosent, enfin une qui était dans la synagogue, une dans une voiture qui a été mise à feu, qui a lieu un samedi matin à 8h30, sachant qu'à 9h, les synagogues sont pleines des juifs qui pratiquent Shabbat et qui se rendent dans les synagogues. C'est une vraie volonté de tuer. Donc c'est une énième
réaction d'effroi face à un acte antisémite qui s'inscrit dans tous les autres actes qui ont terriblement augmenté depuis le 7 octobre. Restez avec nous quelques instants, s'il vous plaît, madame. Marie Belot, la dernière attaque en date contre une synagogue, sauf erreur de ma part, c'était au mois de mai dernier, c'était à Rouen. Mais effectivement, le nombre d'actes a fortement progressé. Et oui, et c'est important de préciser une chose, parce que sur cette attaque justement de la synagogue de Rouen, le parquet national antiterroriste ne s'était pas saisi. Aujourd'hui, c'est complètement différent, puisque le parquet national antiterroriste se saisit, et il faut bien que les téléspectateurs comprennent que la définition d'un attentat au regard du droit et d'un procureur, il y a une définition très précise. Il ne suffit pas qu'il y ait une motivation politique ou religieuse dans un acte pour que ce soit qualifié d'attentat. Pour que attentat il y ait, il faut qu'il y ait une finalité de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. C'est une définition du droit qui est très précise. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'attentat, je dis juste qu'il y a une enquête ouverte sur ce possible attentat, mais que cela rentre dans des descriptions légales et juridiques qu'il faut évidemment vérifier avant de qualifier cela d'attentat. Nathalie Cohen-Besserman, est-ce que vous avez pu parler à des représentants de cette synagogue, et si c'est le cas, que vous ont-ils dit ? Alors, moi, je ne suis pas sur place. En revanche, justement, le président du CRIF, Yonatan Arfi, est sur place. Donc, lui doit, en effet, certainement s'entretenir avec des gens, des témoins et les responsables. Notre responsable, d'ailleurs, Perla Danan, du CRIF de Montpellier. Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit, madame, juste avant. C'est vrai que la cellule antiterroriste se charge ici de cet acte, même si l'enquête n'est pas terminée. Sur l'attentat de la synagogue de Rouen ou sur d'autres actes antisémites, la justice table souvent sur le profil de la personne qui commet l'acte et le dédouane, j'ai envie de dire, sur des profils déséquilibrés ou des personnes qui prennent des stupéfiants, de l'alcool, comme ça a été le cas aussi dans le métro il y a une quinzaine de jours, et on attend évidemment une réponse pénale à la hauteur pour tous les actes antisémites. C'est vrai qu'on a une augmentation de ces actes antisémites parce qu'on a le sentiment que les auteurs de ces actes peuvent agir en toute impunité. Vous dites on a le sentiment qu'il y a une certaine impunité en France. Les chiffres, en tout cas, montrent une augmentation des actes antisémites depuis le 7 octobre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de mieux pour circonscrire, si j'ose dire, réduire le nombre d'actes antisémites en France ? Qu'est-ce qui n'est pas fait de manière suffisamment efficace selon vous ? Alors déjà, la réponse pénale, comme je l'ai déjà dit, nous l'attendons. Il est inadmissible que des actes pareils soient perpétrés sur le sol français. Il est vrai que la communauté juive est attaquée, mais c'est toute la communauté, toute la France qui est attaquée par ces actes. Donc, ils doivent être punis de façon sévère. Nous voulons et nous appelons une fermeté exemplaire. Sinon, effectivement, les Français juifs ne se sentiront plus en sécurité en France. Cette réponse pénale, elle doit être forte parce qu'il y a en France des individus en phase de devenir des terroristes, de passer à l'acte, et qui se savent tranquilles, en fait, parce qu'il n'y a pas de réponse adaptée à la situation. Ils savent très bien que de petits délinquants à terroristes, on le sait, il y a du temps. Il y a des voyages qui sont faits dans des pays islamistes. Ils apprennent des méthodes djihadistes. Ces gens sont suivis et ils savent très bien qu'ils peuvent sortir et entrer sur le territoire en toute impunité. Restez avec nous, madame, s'il vous plaît, encore quelques instants, parce que ce que vous dites, évidemment, fait réagir en plateau. Je vous voyais, Éric Delbecq, réagir à ce qui a été dit. Est-ce qu'il y a en France une forme de laxisme autour de cette question ? Alors déjà, sur l'analyse de l'antisémitisme aujourd'hui, de pourquoi il perdure, à chaque fois qu'on a effectivement une crise au Moyen-Orient, on a des incidences sur les agressions antisémites. Mais il faut quand même essayer d'expliquer aux gens que la problématique, elle est un tout petit peu plus complexe que ça et qu'elle est très instrumentalisée par la sphère islamiste. Au bout d'un moment, il faut se dire les choses. Depuis
qu'on a passé la période de puissance maximale de la problématique Daesh, la problématique djihadiste au sens un peu strict du mot. On a eu bien évidemment réinvestissement d'un certain nombre d'islamistes sur le terreau sociétal. Et il y a eu une très très grande instrumentalisation de l'antisémitisme depuis, notamment sur les réseaux. C'est pour ça aussi que la parole politique, quand elle surexcite cette activité et que finalement elle rentre dans une instrumentalisation de l'antisémitisme, cet antisémitisme va non seulement gonfler, et il va durer. Donc par rapport à la question qu'on se posait tout à l'heure de pourquoi cette fois-ci c'est durable, pourquoi ça semble de plus en plus agressif, et il y a une perspective d'instrumentalisation très très claire. Deuxièmement, ce à quoi on a affaire dans les actes, dans les auteurs, on n'est pas, pour la plupart d'entre eux, sur des gens qui sont allés s'entraîner sur des terres de combat, enfin de conflit. On a des gens qui sont tout à fait, ce qu'on appelle le terrorisme domestique. On n'a pas besoin d'aller chercher des gens qui ont fait 6 mois dans un camp d'entraînement pour produire des actes antisémites. D'ailleurs, sinon, on n'aurait pas ce nombre d'actes antisémites parce que tous les auteurs ne sont pas allés s'entraîner. Donc, la question, c'est que c'est une menace qui est récurrente, qui est tout à fait intérieure. Après, sur la réponse pénale, il se trouve que la question, c'est que la réponse pénale n'est pas toujours adaptée, quelle que soit la nature des actes criminels dont on parle. Donc là, il est vrai qu'on a un problème de réponse pénale, mais on ne peut pas dire qu'en matière de lutte contre le terrorisme, on a une réponse pénale qui est molle. Ça serait faux. Nathalie Cohen-Bézerman, une dernière petite question, s'il vous plaît, des causes qui rendent cette augmentation des actes antisémites possible en France. Où sont les responsabilités? Qui sont les responsables? Sont, selon vous, les politiques? Sont peut-être ceux qui doivent enseigner aux enfants ce qu'est le vivre ensemble? Y a-t-il autre chose? Comment arranger les choses, si j'ose dire simplement? Alors, c'est vrai qu'il y a, comme l'a dit monsieur à l'instant, il y a une responsabilité politique. Lorsqu'on voit le dernier tweet de Jean-Luc Mélenchon par rapport à cet incident, il parle effectivement de la laïcité, de la liberté des cultes. Il est complètement à côté de la plaque. En fait, depuis le 7 octobre, la LFI, on va les nommer, s'enfonce dans la responsabilité d'avoir importer le conflit israélo-palestinien et de mettre une cible dans le dos de la communauté juive. Mais on pourrait vous dire qu'il y avait des antisémites avant la France insoumise, il y en aura probablement et malheureusement après. Quelle responsabilité peut avoir ce parti selon vous ? Alors, leur responsabilité, elle se situe beaucoup dans la sémantique. Quand on assène à longueur de journée, à longueur de tweet, sur les réseaux, quand on monte les Français les uns contre les autres, en parlant de génocide, en parlant de Israël, pays d'apartheid, on ne peut qu'avoir, alors soit effectivement, comme a dit monsieur, peut-être pas des terroristes entraînés chez Daesh, mais en tout cas des passages à l'acte de gens qui sont influencés par tous ces propos de LFI. Et ces propos d'ailleurs qui relèvent d'une méconnaissance totale de ce qui se passe réellement en Israël. Moi, je les invite à venir en Israël quand ils veulent pour qu'ils voient effectivement quel est ce pays d'apartheid. Je peux vous dire que ce n'est pas le cas du tout, mais à force d'asséner des vérités comme ils le font avec une méconnaissance de la situation au Proche-Orient, eh bien, cela fait une caisse de résonance auprès de gens qui n'ont pas plus connaissance de la situation et qui ont envie de passer à l'acte. Merci beaucoup Nathalie Cohen-Bézerman. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre en direct aujourd'hui sur LCI. Comment expliquer qu'en France, on fasse ce lien direct entre la communauté juive française et, je vais simplifier un tout petit peu, mais le gouvernement israélien et sa politique? Bon, c'est ça, il faut justement demander à tous ceux qui passent à l'acte pourquoi ils font cette association. Et vous avez demandé tout à l'heure comment résoudre ça, comment arriver justement à diminuer le nombre des actes antisémites. Et bien sûr qu'il y a des réponses à long terme. Et des réponses à long terme, c'est le travail des associations, c'est le travail dans les milieux éducatifs. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais effectivement, la chose qui est, entre guillemets, le plus facile à faire, le plus rapide à faire, ça ne va pas tout résoudre, mais les pas qu'on peut faire sans avoir beaucoup de moyens, ni budgétaires, ni d'autres, c'est justement la classe politique. Ça, c'est la chose qu'on peut faire tout de suite.
tout de suite, les dirigeants de l'extrême gauche peuvent dire non seulement qu'ils les condamnent, mais aussi appeler tous ces publics, tous ces gens qui font cette association qui encourage des actes antisémites, et à ne pas les faire, à expliquer, à dire c'est pas notre politique, c'est pas notre position. S'il vous plaît, comprenez, faites la différence entre notre critique vis-à-vis de la politique du gouvernement israélien et les juifs français. Et c'est ça qui manque dans toutes ces déclarations qui sont là très bienvenues, bien sûr, de toute la classe politique, mais ça reste des condamnations. C'est pas un appel aux électeurs de changer d'avis et de ne pas prendre ce chemin extrêmement dangereux de passer à l'acte antisémite. Dans quelques instants, dans quelques minutes, c'est Gabriel Attal, le Premier ministre, qui doit prendre la parole. Vous pourrez évidemment l'écouter en direct sur LCI. On évoquait la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce service minimum pour le patron d'LFI ou est-ce que, dans le choix des mots, il change un peu de posture ? Non, il a été accusé, ce qu'il avait effectivement, vous vous souvenez, soulevé son indignation personnelle quand on l'avait soupçonné d'antisémitisme. Moi, jamais, mon histoire, la gauche. Ce que disent les représentants de la France insoumise, c'est que jamais ils n'ont été condamnés devant les tribunaux pour antisémitisme. Oui, bien sûr, donc c'est un argument. Mais après, c'est le choix des mots et c'est la manière dont on l'a dit, mais 50 fois, ça a alimenté les débats sur ces plateaux après le 7 octobre, l'université, les manifestations, la présence des insoumis partout où effectivement ils pouvaient un tout petit peu agiter. Voilà, c'est les ambiguïtés. Donc Mélenchon aujourd'hui il dit ce qu'il faut dire. Voilà, point. On peut dire c'est pas exactement. On aurait pu. Il parle des fidèles, c'est pas ça. Mais voilà, la position elle est celle-là. Reste qu'il y a sur le fond, sur la manière dont effectivement des propos peuvent être interprétés comme les Juifs français sont complices du gouvernement israélien. C'est ça, ils soutiennent Israël, donc ils sont complices du gouvernement israélien qui commet un génocide à Gaza. C'est ça le lien qui est fait. Donc des gens qui entendent ça, finalement, encore une fois, ça a alimenté les débats. C'était au cœur de la campagne européenne. En France, c'était le thème central de la France insoumise, Gaza, vous vous souvenez. Ça aussi, on n'est pas très loin, on était au mois de juin, on était au mois de mai. Donc voilà, donc c'est interprété. Et forcément, voilà, peut-être que Rina a raison, il faudrait qu'un jour, il y ait une bonne explication pour dire que d'abord des juifs français peuvent soutenir le gouvernement israélien. Il y a beaucoup de juifs français qui condamnent Netanyahou, qui ne sont pas proches du gouvernement. Et beaucoup d'Israéliens de confession juive qui condamnent aussi ce gouvernement. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et encore une fois, les Juifs français ne sont pas responsables de la politique de Netanyahou, ni de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Mais il y a, et ce n'est pas particulier à la France, même s'il y a beaucoup d'actes antisémites en France, ce qui était formidable, c'est le changement aux États-Unis. Ce n'est pas à vous que je vais dire ça. La manière dont les universités américaines ont réagi, où quand on parle de la Shoah, on vous regarde comme si de quoi parlez-vous, ça n'a aucun rapport. Les images de Gaza ont bouleversé la jeunesse partout, mais c'est compréhensible. Tout le monde est bouleversé par les images de Gaza. Tout le monde s'interroge sur la proportionnalité, y compris le président des États-Unis. Donc, les questions sont légitimes, les interrogations sont légitimes. Après, on se venge sur les Juifs français de ce que fait l'armée israélienne à Gaza. Ça, ce n'est pas acceptable, évidemment.